Bonjour à tous. La Maison de l'Europe de Tours au Centre d'information Europe Direct reçoit aujourd'hui M. Pierre-Yves Monjal, professeur de droit de l'Union européenne à l'Université François Rabelais de Tours. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Et M. Sagabe, Masahiro Sagabe, qui est professeur de droit public à Kyoto. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous venez de loin, donc merci d'être là avec nous. Nous remercions nos intervenants d'avoir accepté notre intervention et nous allons donc commencer notre première chronique d'aujourd'hui. Alors, les 2017 étant une année importante pour l'Union européenne, nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine aux 60 ans des traités de Rome. Monsieur Sagabe, vous allez nous apporter un regard que je pourrais définir extérieur au sujet des 60 ans d'Europe, vu votre origine japonaise, mais qui est peut-être moins inapproprié que l'on pourrait croire. On commencera avec Monsieur Monjal. Alors, Monsieur Monjal, le 25 mars dernier, l'Union européenne a célébré le 60e anniversaire de ses textes fondateurs, les traités de Rome signés en 1957. Pourriez-vous nous rappeler brièvement les contextes historiques de l'époque et donc les raisons qui amenèrent à la signature de ces traités ? Bien entendu. Alors, il y a effectivement un contexte très particulier qui va conduire les 6 États, ceux-là même qui ont constitué la communauté européenne du charbon et de l'acier, à négocier deux nouveaux traités en réalité. Il y a 2 traités qui vont être signés à Rome le 25 mars 1957. Le traité instituant la CEE, la Communauté économique européenne, et le traité instituant ce qu'on appelle l'Euratom, la C2EA, Communauté européenne de l'énergie atomique. Alors, en réalité, ces 2 traités, en particulier le traité de Rome CEE, est né dans un contexte de crise, dans la mesure où les 6 États fondateurs de la CECA, France, Allemagne, Italie et les 3 pays du Benelux, ont mis en place cette communauté européenne du charbon et de l'acier et ont cru sans doute trouver ici une formule politique et juridique très intéressante pour développer d'autres politiques, et en particulier de développer une politique européenne de défense. Mais alors même que le traité instituant une nouvelle communauté, qu'on appelait la CED, la Communauté européenne de défense, a été signé, y compris par la France d'ailleurs, eh bien la France, le 30 juillet 1954, refuse de ratifier ce traité. Alors ça va créer une crise politique très importante, d'abord en France, mais y compris entre les États qui se rendent bien compte qu'il y a une limite à la construction communautaire. Et donc va s'ouvrir une période d'incertitude assez brève, puisque en 1956, à Messine, en Sicile, va être décidé entre les 6 États de relancer le programme communautaire, mais cette fois-ci en matière économique et en matière atomique. Et sur la matière économique, c'est un projet qui est ambitieux, sans doute, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais qui, sur le plan purement institutionnel, est beaucoup moins ambitieux que la CECA. C'est-à-dire que, dans le cadre de la CECA, la Commission avait des pouvoirs très importants, qu'on appelle la haute autorité, et ce ne sera pas le cas dans le cadre de la CEE. D'accord. Donc, 2 traités qui ont été signés à 6, les 6 États fondateurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, 2 traités, surtout les traités instituant la CEE, qui posent donc les bases pour des politiques communes qui seront donc développées pour la suite. Oui. Alors, effectivement, le traité instituant la communauté économique européenne est entièrement fondé sur un projet économique libéral. C'est-à-dire que les Européens vont se doter d'outils juridiques et d'une politique économique clairement libérale. On va tenter d'expérimenter ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation économique. Alors, quels sont les principaux apports du traité CEE ? Ils sont les suivants. D'abord, la mise en place d'un marché intérieur, qu'on appelle à l'époque marché commun, à l'intérieur duquel doivent circuler librement les marchandises, les personnes, les capitaux et les services. Ce marché commun, qui est un marché économique, va être par ailleurs complété, organisé grâce à des nouvelles politiques, et notamment ce qu'on appelle la politique européenne de concurrence.
qui interdit les ententes entre les entreprises notamment. Et viennent s'ajouter à cela ce qu'on appelle des politiques communes, telles que la politique agricole commune, par exemple, qui va mettre en place une véritable agriculture européenne, la politique des transports, autre exemple. Mais au départ, ce ne sont que des projets. Il va falloir plusieurs décennies avant de voir tous ces mécanismes véritablement se mettre en place. Justement, ce sera en fait la question de la chronique de la semaine prochaine. Merci beaucoup, Pierre-Yves. On vous retrouve tout de suite. Notre monde postmoderne vit des transformations majeures qui touchent tous les secteurs de la vie de l'homme. Travail, éducation, écologie, religion, économie. L'émission Sur le rebord du monde souhaite donner des clés pour mieux penser ces changements et les défis d'humanisation à relever. Sur le rebord du monde, proposé par Béatrice Soltner, chaque mercredi à 22h. RCF. La joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission des radios proposée par la Maison de l'Europe de Tours au Centre d'information Europe Direct. Nous allons consacrer la chronique d'aujourd'hui et de la semaine prochaine aux 60 ans des traités des Roms, donc les 60 ans d'Europe. Aujourd'hui, avec nous, un invité qui vient de loin, qui vient précisément du Japon, donc Monsieur Sogabe. Bonjour à nouveau. Les relations entre Union européenne et Japon démarrent en 1959 avec une visite du Premier ministre japonais de l'époque à Bruxelles. Donc presque 60 ans se sont écoulés. Vous pouvez peut-être nous faire un bref historique des relations Union européenne-Japon ? D'accord. Je crois que généralement, le Japon et l'Union européenne ont développé et maintiennent une relation très amicale et productive durant ces 60 ans. Mais ça ne veut dire pas qu'il n'y a aucun problème. En fait, la question de l'inégalité dans le domaine du commerce était très vivement débattue entre les deux. Déjà en 1962, général de Gaulle a qualifié le premier ministre japonais à l'époque, Hayato Ikeda, d'un représentant en transistor. D'accord. Mais c'est dans les années 90 que cette guerre de commerce a vu son apogée. Ainsi, en 1982, la Commission européenne a déposé un recours contre le Japon pour la violation de l'accord international sur le commerce. Et puis, une affaire très célèbre dite la bataille de Poitiers. Le gouvernement français a concentré toutes les opérations administratives liées à l'importation des magnétoscopes sur un bureau tout petit situé à Poitiers. D'accord. Et puis, par conséquent, les magnétoscopes japonais se sont empilés qui attendent l'autorisation de l'importation. Évidemment, cette mesure a pour objet de bloquer l'importation des appareils électroniques japonais. Mais cette question a été petit à petit calmée. Aujourd'hui, la relation entre les deux est bien maturée et étendue au-delà du commerce à la coopération sur les problèmes mondiaux tels que la protection de l'environnement ou la lutte contre le terrorisme, etc. Cependant, il reste quelques sujets sensibles parmi eux. Il y a une question de peine de mort. C'est vrai que le Japon est un pays rare qui maintient la peine de mort. L'Union européenne critique vivement cette législation japonaise. C'est vrai que la peine capitale pose une question sérieuse de droits de l'homme. En sachant cela, les juges japonais prononcent la peine de mort très exceptionnellement dans les cas extrêmement audibles. En fait, chaque année, environ 5 personnes ont condamné à la peine capitale définitivement par la Cour suprême. Est-ce que c'est beaucoup ou pas tellement? Et est-ce que c'est l'injustice absolue ou le mal nécessaire? Il faut continuer à débattre. D'accord. Voilà. C'est assez curieux, je pourrais dire peut-être cet aspect. Je me demandais en fait
on va dire après presque 60 ans des négociations, quand même des rapports entre l'Union européenne et le Japon, je me demandais justement qui représente l'Union européenne aux yeux du peuple japonais. Donc, est-ce que l'Union européenne représente pour les peuples japonais peut-être un modèle politique, un modèle culturel? Aussi certaines valeurs donc qui sont sûrement différentes de celles que votre pays pourrait avoir, ou donc c'est tout simplement un partenaire politique, économique quand même qui est sûrement important, dont il faut sûrement souligner l'importance. En fait, l'Union européenne est très importante pour le Japon sur beaucoup de plans. Parmi eux, comme moi, chercheur de droit public, je voudrais faire deux remarques. D'abord, on peut considérer l'Union européenne comme un modèle pour réaliser la paix durable. Le but de l'Union européenne était à l'origine de créer une communauté de pays qui avaient été en état de guerre pour institutionnaliser la paix. Cela inspire beaucoup le Japon qui a entamé dans le passé la guerre contre les pays voisins. Certains disent qu'il faut suivre le modèle européen pour établir une communauté dans la région Asie orientale. Je pense que c'est très difficile en ce moment, mais pour moi, il faut respecter les dirigeants européens pour leur esprit de dialogue et leur effort insatiable pour surmonter les sentiments très compliqués des différentes nations concernées. C'est la première remarque. Deuxième remarque est tout à fait différente de la première. C'est que les règles juridiques de l'Union européenne ont une influence beaucoup sur le Japon. Pour prendre un seul exemple, le règlement de l'Union européenne sur la protection des données personnelles voté en 2016 tire beaucoup d'attention de la part du gouvernement, des entreprises et les juristes japonais. Pourquoi? Parce que d'une part, il a une influence sur le business des entreprises. En fait, il faut une autorisation de l'Union européenne pour transférer au Japon les données personnelles des habitants européens. Et pour cela, les entreprises doivent se conformer au règlement européen. Le gouvernement japonais a même modifié la loi sur la protection des données personnelles en 2015 pour répondre aux exigences du règlement de l'Union européenne. D'autre part, sur le plan théorique, le règlement européen est censé audacieux et très intéressant. On pense qu'il se sert comme une matière première pour approfondir la réflexion théorique pour les chercheurs en droit. Ainsi, le droit à l'oubli, qui a été reconnu par la Cour de justice de l'Union européenne, a fait l'objet de débats au Japon où il n'y a pas pareil droit. Finalement, si le droit japonais n'accepte pas cette notion de droit oubli, ce droit a offert une occasion d'approfondir les pensées juridiques pour les juristes japonais. On peut trouver pareil exemple dans d'autres domaines de droit, par exemple dans le domaine du droit environnement, etc. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Sogabe, pour cette première intervention. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'émission 60 ans du traité de Rome, quel avenir pour l'Union européenne. C'était Parlons d'Europe de la Maison de l'Europe de Tours, au Centre d'information Europe Direct. À bientôt.